Bonjour et bienvenue dans ce chapitre sur les lois de probabilité. Donc, nous allons voir un certain nombre de lois, qu'elles soient discrètes ou continues, dans le cadre du programme de DUT-TC, mais de la plupart des DUT en fait. Et nous allons d'abord commencer par un rappel sur ce qu'est une loi discrète. Qu'est-ce que c'est qu'une loi de probabilité? C'est quelque chose qui implique une variable aléatoire, encore un terme qu'il faut redéfinir évidemment. Et une variable aléatoire se définit sur des événements suite à une expérience aléatoire. Bon, prenons un exemple pour voir qu'en fait il s'agit de quelque chose de relativement classique. On peut prendre des exemples très simples pour parler de tout ça. Prenons comme objet un dé. Une expérience aléatoire est systématiquement construite sur un objet, en général physique. Donc ici, je prends un dé classique à 6 faces. Mon expérience va consister à le lancer 2 fois et à noter le total. Donc si vous faites en lançant 2 dés ou en lançant un dé 2 fois de suite, ce qui revient au même, un 2 et un 5, eh bien vous avez un total de 7. Votre résultat est 7. Si vous obtenez un double 3, vous avez un résultat de 6. Et ainsi de suite. Votre univers de possibilités, donc l'ensemble de tous les totaux de 2 dés possibles, va de 2 à 12. Donc c'est l'ensemble des entiers de 2 à 12. Voilà, vous pouvez y réfléchir, vous y reprendre 2 fois, mais tous les entiers de 2 à 12 peuvent être obtenus en lançant 2 dés. Et en notant le total. Alors, on va créer une règle du jeu à partir de là, c'est-à-dire définir des événements intéressants sur oméga, pas seulement toutes les issues élémentaires donc dans oméga, 2, 3, 4, 5, 6, etc., mais regrouper ces issues par paquet en formant ici 3 événements, d'une manière parfaitement arbitraire bien entendu, juste pour l'exemple. L'événement E1, c'est obtenir moins de 7, donc tomber sur 2, 3, 4, 5, 6, E2 de 7 à 10, et E3, 11 ou 12. Alors on imagine bien que il est plus ou moins probable de tomber sur E1 ou E2 ou E3. Et donc, on va devoir être capable de calculer les probabilités de ces 3 événements. Bon, pour l'instant, on a décrit une expérience aléatoire, on a défini des événements sur les issues de cette expérience, et pour l'instant, on en reste à des probabilités, mais pas à des lois de probabilité. Alors, nos événements vont être mis en face de gains. Donc la nouveauté, pour parler de loi de probabilité, c'est qu'on va introduire ce qu'on appelle une variable aléatoire, ici un gain en euros. Imaginons donc que ce jeu est un jeu d'argent. À l'événement E1, j'attribue en fait une perte de 3 euros. À l'événement E2, un gain de 1 euro. Et à l'événement E3, un gain de 5 euros. Donc je propose ce jeu d'argent, éventuellement que je mets en ligne sur un site internet, et j'espère, des milliers de joueurs qui vont venir se connecter pour tenter leur chance. Évidemment, l'objectif est de savoir si, avec ces gains-là et ces événements-là, l'organisateur du jeu peut espérer être gagnant à long terme, ou alors si les choses vont se renverser en faveur des joueurs. En tout cas, cette nouvelle liste de valeurs, -3, 1, 5, qui forment une variable aléatoire, vont avoir évidemment une importance cruciale pour la suite. Alors plutôt que de former un tableau qui montre les événements avec leur nom en face des gains, on va mettre les gains en face de leur probabilité. C'est ce qui va être le plus pertinent pour nous pour essayer de faire des prévisions. Alors, lorsqu'on lance 2 dés, il y a 36 couples possibles à l'arrivée, du double 1 jusqu'au double 6, en tenant compte de l'ordre de la répétition possible, 1-1, 1-2, 2-1, 2-2, 3-1, 1-3, 3-3, etc., etc., jusqu'au double 6, il y a 36 couples possibles. Sur ces 36 couples, un certain nombre vont nous faire tomber dans E1, un certain nombre dans E2 et un certain nombre dans E3. Et on ne peut pas tomber ailleurs. E1, E2 et E3 forment une partition de oméga. Si on fait le décompte des différents 36 couples possibles, vous pouvez le tenter de votre côté, eh bien vous vous rendrez compte que 15 conduisent à l'événement E1, et donc la probabilité de E1 est de 15 chances sur 36. 18 nous font tomber dans E2,
total de 7 à 10. C'est exactement une chance sur deux, en fait, avoir un total de 7 à 10 quand on lance 2 dés. Et seulement 3 sur 36 nous procure un total égal à 11 ou 12. Effectivement, pour obtenir 11 ou 12, il faut faire 5-6 ou 6-5 ou double 6. Il n'y a que 3 possibilités. Une fois qu'on a mis face à face les valeurs d'une variable aléatoire et leur probabilité, on a décrit ce qu'on appelle la loi de probabilité de X. Donc ici, j'ai la loi de probabilité du gain en euros, ce qu'on appellera aussi la distribution de probabilité, ce qui est la façon anglo-saxonne systématique de dire ça. Probability distribution. Très bien. Alors, en quoi est-ce que ce petit tableau va nous aider à faire des prévisions? C'est-à-dire, à quoi servent les probabilités? Si vous imaginez faire 36 parties de ce jeu, lancer 36 fois 2 dés, est-ce que vous allez réellement obtenir 15 fois pile une perte de 3 euros, 18 fois un gain de 1 euro et 3 fois un gain de 5 euros? Non, la réalité peut fluctuer autour de ces chances-là, autour de ces fréquences idéales annoncées. Fréquences qu'on pourrait traduire en pourcentage, hein, tant de pourcents pour moins 3 euros, tant de pourcents pour 1 euro, etc. Donc, les probabilités ne nous aident pas du tout à savoir ce qui va se passer, alors dans le cas le plus extrême, la prochaine fois qu'on va jouer. La prochaine fois que vous lancez 2 dés, le hasard est total et vous ne savez absolument pas ce que vous allez obtenir. Les probabilités nous aident à savoir ce qui va se passer d'une manière de plus en plus précise à long terme. Plus le nombre d'essais va être important, donc le nombre de parties, et plus les fréquences réelles d'apparition des différents gains ou pertes vont ressembler à ce que les probabilités annoncent. Donc le hasard suit une loi qui s'appelle la loi des grands nombres, et quand on dit grand nombre, on parle des grands nombres d'essais d'une expérience aléatoire. Voilà, donc j'affiche ici la phrase qui correspond. Plus le nombre de parties est élevé, plus les fréquences des gains tendent vers les probabilités annoncées. Alors, encore une fois, il y a des fluctuations de la réalité autour des probabilités annoncées. Donc, ça n'est pas, on va dire, quelque chose qui décrit le fait que les fréquences tendent d'une manière continue et, par exemple, décroissante vers les probabilités. Il y a des oscillations. Mais le résultat de la loi des grands nombres nous dit, par exemple, que si le nombre de parties tend vers l'infini, alors les fréquences de chaque valeur de x tendent vers les probabilités qui se trouvent en dessous des valeurs de x dans ce tableau. Donc, je peux m'attendre sur un très grand nombre de parties à perdre en moyenne 3 euros 15 fois toutes les 36 parties, gagner 1 euro 18 fois sur 36 et gagner 5 euros 3 fois sur 36. Et donc, si je tente une prévision moyenne de ce que je peux gagner ou perdre, eh bien, toutes les 36 parties, je m'attends à perdre 45 euros, 3 fois 15 euros, ou plutôt 15 fois 3 euros, 18 fois 1 euro, donc je perds 45 euros et je perds encore 18 euros. Je gagne, pardon, 18 euros, excusez-moi, c'est un gain. Et je gagne aussi 5 euros multiplié par 3, donc 3 fois 5 euros. Bref, je vais perdre 45 euros et de l'autre côté, je vais gagner 18 euros et 15 euros, donc 33 euros. Perdre 45 euros pour récupérer de l'autre côté 33 euros, eh bien, c'est au niveau d'un bilan une perte de 12 euros. Donc je m'attends, en moyenne, toutes les 36 parties, à perdre 12 euros. Alors, ce chiffre-là, on va le ramener à la partie jouée. 12 euros toutes les 36 parties, combien est-ce que ça nous fait en moyenne par partie? 12 divisé par 36, hein, donc ça fait un tiers, donc ça fait à peu près moins 0,33 euros par partie, moins 33 centimes par partie. Encore une fois, ce n'est qu'un nombre théorique, puisque c'est calculé sur la base des probabilités. Mais plus le nombre de parties est important, et plus le gain moyen par partie va s'approcher de cette valeur-là. Une perte de 33 centimes par partie. Autrement dit, si vous jouez 1000 parties, vous pouvez vous attendre à perdre autour de 330 euros. Si vous jouez 10 000 parties, vous pouvez vous attendre à perdre autour de 3 300 euros.
et ainsi de suite. Alors évidemment, la réalité qui fluctue autour de cette valeur, il serait bien de savoir comment elle fluctue autour de cette valeur. Est-ce que les fluctuations possibles sont larges, importantes, ou alors est-ce qu'elles sont relativement serrées? Pour ça, on a un autre paramètre que notre espérance, hein, donc la moyenne attendue, qui est l'écart type. L'écart type est là pour ça. Il est là pour nous donner la fluctuation moyenne, ce qui est la traduction littérale de écart type. Si vous rentrez ce tableau sur une calculatrice en mode statistique, liste 1 les valeurs de x, liste 2 les valeurs de probabilité, ou uniquement les numérateurs, ça suffira très bien, 15, 18, 3, votre calculette va vous donner la moyenne, et ça vous confirmera que vous tombez sur moins 0,33, et l'écart type. Voilà. Sinon, bien entendu, l'écart type répond à la même formule qu'en statistique, c'est la racine carrée de la variance elle-même qui est la moyenne des x au carré moins le carré de la moyenne des x. On pourra en reparler en séance ou dans les commentaires. En tout cas, après avoir saisi ce tableau sur calculatrice, on obtient une moyenne de moins 0,33 et un écart type de 2,494. Alors, j'ai écrit à gauche une phrase qui explique un petit peu ce que signifie ce nombre. 2,494 €, donc à peu près 2,50 €, c'est la variation moyenne théorique des gains d'une partie à la suivante. Si vous jouez beaucoup de parties, eh bien, vos gains vont fluctuer. Ça va être moins 3, puis peut-être encore moins 3, puis la partie suivante plus 5, et ensuite je passe à plus 1, et ensuite je retombe à moins 3. À chaque fois d'une partie à la suivante, vous avez une variation qui représente un certain nombre d'euros, ou qui peut être nulle. On peut avoir 2 fois de suite le même gain. Mais quelle est la valeur moyenne de cette variation? C'est l'écart type, 2,49 €. Donc évidemment, ce paramètre est très important pour nous donner une idée de la fluctuation moyenne des gains. Alors dans les vidéos correspondant au chapitre probabilité, et en particulier la dernière vidéo de ce chapitre, on s'est servi de l'écart type pour calculer un intervalle de confiance. Un intervalle de confiance du gain global qu'on pourrait obtenir dans ce type de jeu, ou du gain moyen qu'on pourrait obtenir dans ce type de jeu. Donc je vous invite à revisionner cette dernière vidéo de la playlist probabilité pour vous refaire une idée de la façon dont on peut utiliser l'espérance et l'écart type. Donc nous avons ici, si vous voulez, la trame globale de ce qu'il faut savoir, de ce qu'il faut avoir en tête pour parler d'une loi discrète de probabilité. Qu'est-ce que ça veut dire discrète? Ça veut dire que la variable x prend ses valeurs dans une liste qui représente des valeurs séparées les unes des autres. Ici, moins 3, 1, 5. Une variable discrète peut être infinie, c'est-à-dire que le nombre de valeurs de x peut très bien être infini. Donc ça n'est pas interdit. Mais par contre, je n'ai pas affaire à une variable continue, c'est-à-dire que le gain en euros n'est pas un réel quelconque dans un intervalle, avec une infinité de possibilités dans un intervalle. Non, ici j'ai des valeurs bien fixées dans chaque colonne, séparées les unes des autres. Bien, alors, cette présentation générale, elle en resterait là si des situations particulières n'avaient pas été étudiées pour l'occasion. En particulier, vous avez ce qui s'appelle la loi hypergéométrique, et puis à côté, ce qui s'appelle la loi binomiale. Des choses, alors, la loi binomiale en particulier, que vous avez découverte au lycée, qui correspondent à des cas particuliers de cette situation générale. Allons voir ce qui s'intitule la loi hypergéométrique, un mot un petit peu savant pour parler en fait de quelque chose que nous avons déjà vu dans le chapitre précédent, dans la partie dénombrement. Et nous allons donc vite voir de quoi il retourne. Cette loi, donc, elle n'est pas différente de ce que je viens de présenter, mais elle porte un nom, on est dans un cas particulier, et dans ce cas particulier, on aura des formules qui nous permettront d'aller un peu plus vite par rapport, par exemple, au fait de dresser tout le tableau de la loi de probabilité. On ne sera pas obligé de dresser le tableau. Je me base sur l'exercice 1 du document, mais je vais évidemment dans cette vidéo rappeler de quoi il s'agit.
Je prends l'alphabet. Donc imaginons un sac rempli de 26 jetons. Chaque jeton porte une lettre de l'alphabet. Et je distingue dans l'alphabet les consonnes et les voyelles. Donc déjà, je commence à faire une séparation, une distinction dans les éléments de mon objet initial. Donc ce qu'on appelle une partition de l'objet. J'ai les consonnes d'un côté, pardon, et les voyelles de l'autre. Mon expérience aléatoire consiste à piocher simultanément 8 lettres. Je plonge la main dans le sac, je prends 8 jetons. Si je fais une pioche simultanée, les dénombrements me disent qu'il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de répétition possible dans le résultat. Donc, je suis dans un cas de calcul de combinaison. Voilà. Mais dans ce type de configuration, et donc typiquement en loi hypergéométrique, on va avoir besoin des combinaisons. Bon, très bien. Qu'est-ce qui va maintenant m'intéresser à la suite de cette expérience aléatoire? Quelle est la variable aléatoire que je vais créer? Eh bien, en fait, je vais m'intéresser au nombre de voyelles piochées. Donc, je ne m'intéresse pas ici à des gains en euros, par exemple. On pourrait créer un jeu d'argent là-dessus. Mais non, tout ce qui m'intéresse, c'est le nombre de voyelles obtenues. J'aurais pu m'intéresser au nombre de consonnes, bien entendu. Bon, alors, ici, toutes les conditions sont réunies pour que notre variable aléatoire ait une loi de probabilité qui soit dite hypergéométrique. On va en profiter pour citer les 3 points essentiels pour obtenir ce qu'on appelle une loi hypergéométrique. Et on verra dans la prochaine vidéo pourquoi ce type de configuration ne peut pas être, par exemple, binomial. Tout d'abord, notre objet était partitionné en un événement et son contraire. À chaque fois que je prends une lettre, c'est une consonne ou une voyelle. Il n'y a pas de troisième option. Et ça, évidemment, c'est essentiel pour nous. C'est-à-dire qu'on est sur un schéma de Bernoulli, le schéma simple, d'accord? Si vous faites une pioche de quelque chose, vous tombez sur ce qu'on appelle un succès ou un échec. Ici, la variable aléatoire veut compter les voyelles. Donc c'est le fait de tomber sur une voyelle qui va être considéré comme un succès. Et donc, tomber sur une consonne, c'est un échec. En loi binomiale, on démarre de la même façon. Il nous faut cette séparation en 2 événements dans l'objet initial, ni plus ni moins. Si vous séparez votre objet initial en 3 catégories, c'est fini. Ça n'est plus binomial ni hypergéométrique, c'est autre chose à traiter d'une manière séparée. Donc c'est un premier point crucial pour aller vers notre loi hypergéométrique. Deuxièmement, j'ai une expérience menée 8 fois de suite, donc j'imagine en fait le fait de piocher des lettres dans mon sac 8 fois de suite. Alors une pioche simultanée ou une pioche de 8 lettres 8 fois de suite sans remise, sachant qu'on ne va pas considérer l'ordre dans lequel les lettres apparaissent, eh bien ça reviendra au même. On sera toujours dans un cas de combinaison. Et donc, on est dans ce cas de combinaison. C'est le point qui distingue ce qui est une loi hypergéométrique de ce qui sera, dans la vidéo prochaine, une loi binomiale. Bon. Si on interdit la répétition, on va vers des calculs de combinaison et on va vers une loi de la variable aléatoire qui sera dite hypergéométrique. Enfin, le troisième point qui est essentiel pour parler de loi hypergéométrique, c'est que la variable aléatoire comptabilise le nombre de succès obtenus. Ici, le nombre de voyelles. Et pas des gains arbitraires en euros ou autre chose qu'on aurait pu définir par-dessus ce jeu. Non, ici, je veux comptabiliser dans ma pioche le nombre d'une des 2 catégories dans l'objet de départ. À ce moment-là, donc, je peux dire que la loi de X est, et on note H 8, 6, 26. La notation générale est H, petit n, petit a, grand N. Et donc là, c'est très important, évidemment, puisqu'il y a des formules qui vont venir ensuite, qui vont utiliser les paramètres petit n, petit a, grand N. Alors, regardons-les tous les 3. Petit n, c'est toujours le nombre d'essais, donc ici, le nombre de lettres piochées dans l'alphabet. Petit n égale 8, on le voit en plein milieu de la diapo, hein, je l'ai écrit tel quel. Petit a, c'est le nombre d'éléments succès qui existaient dans la population de départ. Dans l'alphabet, il y a 6 voyelles disponibles,
Donc il y a 6 chances de succès lorsqu'on pioche. Et grand N, c'est le nombre total d'éléments de la population de départ, donc 26. Donc je pioche 8 lettres dans un ensemble qui comporte 26 lettres, dont 6 succès. Je le fais en pioche simultanée, donc sous un regard de combinaison. Donc, le nombre de succès obtenus parmi mes 8 lettres piochées a une distribution de probabilité qui est dite hypergéométrique avec ces paramètres-là. Les 3 nombres qui apparaissent entre parenthèses sont nécessaires et suffisants pour que par la suite, on puisse calculer tout ce qu'on a envie de calculer. Et donc, bien sûr, on va voir tout ça maintenant. Si je veux calculer la probabilité d'avoir un certain nombre de succès, que je note K, je dois appliquer une formule générale dont l'expression est plutôt coûteuse et rébarbative. Qu'est-ce que ça signifie que ces nombres de combinaisons, 2 qui sont multipliés au numérateur, on divise par une troisième combinaison au dénominateur? Eh bien, on va regarder ça plus simplement avec notre exemple. CAK signifie C6K dans notre exemple. C grand N moins petit a, petit n moins petit k se traduit ici en C20 8 moins k. Ok, pourquoi pas, et C grand N petit n se traduit en C26 8. Nous sommes pile dans la partie 1, 2, 4 du chapitre précédent qui s'intitulait Combinaison et partition. Lorsque vous piochez 8 lettres dans l'alphabet, sous évidemment une forme de combinaison, pas d'ordre, pas de répétition, vous avez ces 26-8 façons différentes de faire. Par contre, parmi les C26-8 tirages possibles, le nombre de ceux qui vont contenir K voyelles, puisque je cherche P de X égale K, est le numérateur. Une combinaison qui ne parle que des voyelles, multipliée par une combinaison qui ne parle que des consonnes. Donc C6K, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de façons dont je peux avoir choisi K voyelles parmi les 6 de l'alphabet. Et C20 8-K, c'est le nombre de façons de choisir 8-K consonnes parmi les 20 consonnes de l'alphabet. Encore une fois, si maintenant ça n'est pas clair pour vous, je vous invite à visionner la vidéo sur les dénombrements qui nous parle de combinaison et partition. Cette formule générale, donc adaptée au cas de notre exercice, elle va nous permettre de calculer, par exemple, P de X égale 0. Quelle est la probabilité de ne piocher aucune voyelle si vous prenez au hasard 8 lettres dans l'alphabet? P de X égale 0. Eh bien, vous changez simplement la valeur de K en 0 dans ce calcul, et vous devrez donc calculer C60 fois C28. Donc j'ai pioché 0 voyelle parmi 6, 8 consonnes parmi 20. Ça vous donne le nombre total de façons de ne pas avoir pioché de voyelles, et vous divisez ça par le nombre total de tirages possibles de 8 lettres. Et vous avez donc, par cette division, la proportion des tirages qui comportent 8 consonnes par rapport au nombre total de tirages possibles. Encore une fois, une probabilité, c'est une proportion. Alors je vous rappelle comment atteindre un calcul des nombres de combinaisons sur vos calculettes. Alors ici, j'ai la photo d'une Casio, une graphe 25 ou 35, je ne sais plus, peu importe, c'est une Casio. Et puis ici, une TI, alors en particulier la TI 82 Stat, qui date un peu, mais on a toujours sur les modèles classiques de TI les mêmes options à saisir. Voilà, donc si vous voulez, ce que je présente ici est valable pour des graphes 35, graphes 65, pardon, ou des TI 82, des TI 83, des TI 84. Voilà, vous aurez toujours la même chose à faire. Donc si vous voulez par exemple calculer C28, vous écrivez 20, vous allez choisir combinaison et vous écrivez 8. Vous validez et vous avez le résultat. Bref, ce calcul-là, il se solde par un résultat qui vaut à peu près 0,08, donc à peu près 8% de chance
en piochant 8 lettres dans l'alphabet, de ne pas obtenir de voyelle. Ce n'est pas très fort, ce n'est pas négligeable non plus. Si vous voulez calculer la probabilité d'obtenir 3 voyelles, eh bien, vous pouvez constater, d'après la formule générale, que seule la valeur du haut va changer dans les combinaisons. Vous aurez à placer 3 ici, donc C6, 3. Et ici, il vous restera C20, 5. 3 voyelles à piocher parmi les 6 et 5 consonnes à piocher parmi les 20. Le résultat est différent, 0,1985, presque 20% de chance d'obtenir 3 voyelles parmi 8 lettres piochées au hasard. On pourrait aussi se poser une question qui est la suivante. Quelle est la probabilité de piocher 8 voyelles? P de x égale 8. Bien évidemment, ce n'est pas la peine de tenter le calcul sur vos calculatrices. Si vous changez la valeur de k en 8, vous obtenez par exemple ici C6, 8, ce qui est rigoureusement impossible. Mais les formules sont cohérentes. Comment voulez-vous piocher 8 lettres, 8 voyelles dans l'alphabet, qui n'en comporte que 6? C'est évidemment un événement impossible. Donc là, on voit que notre variable aléatoire x, qui représente le nombre de voyelles piochées, eh bien, elle représente un nombre fini de valeurs possibles. Combien est-ce que je peux piocher de voyelles en piochant 8 lettres dans l'alphabet? Eh bien, 0, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Et c'est tout. Et donc, je peux calculer les probabilités de x égale 0 jusqu'à x égale 6, mais pas plus. Si vous vous amusez à calculer toutes ces probabilités, pour x égale 0 jusqu'à 6, et que vous les additionnez, évidemment, vous trouvez un total égal à 1. Très bien. Maintenant, intéressons-nous à la notion d'espérance et d'écart type. Alors, fort heureusement, il n'y a pas besoin de disposer du tableau général de la loi de probabilité en loi hypergéométrique pour calculer l'espérance. On pourrait, évidemment, lister les valeurs de x, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, calculer en dessous leur probabilité, donc vous obtenez 7 valeurs différentes, et évidemment, l'espérance répond à la formule somme des PI xi, donc vous multipliez chaque probabilité par la valeur de x qui est en face, et vous additionnez tous les résultats. On peut prendre un raccourci extrêmement rapide et intéressant en loi hypergéométrique. L'espérance revient à calculer petit n fois petit a sur grand N. C'est aussi simple que ça. Et donc j'ai ici, tout bêtement, 8 fois 6 sur 26. Faire tout le tableau et le calcul détaillé, ou ce calcul-là, ça vous conduira au même résultat. Donc j'ai une espérance de 1,846 succès. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que si vous tentez beaucoup de fois de piocher 8 lettres dans l'alphabet, le nombre moyen de voyelles obtenues tend vers 1,846, si le nombre d'essais tend vers l'infini. Donc, ce nombre moyen de voyelles, c'est une information qui est évidemment cruciale, c'est-à-dire qu'on dit, bah voilà, vous tendez vers ça. Alors, deux choses à dire là-dessus qui sont essentielles à retenir. Et quand je dis essentiel, c'est que pour toute loi de probabilité, il va falloir retenir les choses de la même façon, avec une réflexion à faire dans le même sens. L'espérance vous dit vers quoi vous tendez à l'infini. Mais, si vous regardez la structure du calcul, 8 fois 6 divisé par 26, c'est exactement le produit en croix qu'on pourrait utiliser dans un phénomène de proportion pour calculer la quatrième valeur d'un petit tableau de proportion lorsqu'on connaît les trois autres. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? On est en train de nous dire, avec 6 sur 26, calculer la proportion de voyelles dans l'alphabet, 6 sur 26. Et ensuite multiplier par 8. Donc, 8 fois 6 sur 26, qui est égal à 1,846, nous dit aussi que 6 sur 26 est égal à 1,846 sur 8. C'est-à-dire que votre espérance, c'est que le nombre de voyelles divisé par la quantité de lettres que vous piochez soit égal au nombre de voyelles dans l'alphabet divisé par le nombre de lettres dans l'alphabet. Bref, que la proportion que vous trouvez dans votre échantillon de 8 lettres, proportion de voyelles bien sûr, soit respectée par rapport à celle qui existait dans l'alphabet.
Le fait que la proportion d'une catégorie soit la même ou aussi près possible dans l'échantillon que celle qui existe dans la population est quelque chose qui est fondamental à retenir parce que c'est l'événement le plus probable. C'est-à-dire que si vous faites un sondage, par exemple en ville, et que vous savez par avance, ce qui est rarement le cas, mais admettons, que 30% des gens répondraient oui à telle question. Vous interrogez 100 personnes, eh bien le plus probable est de tomber sur 30 personnes qui vont vous répondre oui à cette question et 70 qui répondront non. Alors évidemment, ce n'est pas la seule possibilité, c'est simplement une possibilité plus probable que les autres. Alors qu'est-ce que ça veut nous dire sur nos voyelles, ce 1,846? Évidemment, il est impossible de piocher 1,846 voyelles en piochant 8 lettres. Mais ça veut nous dire que le plus probable, ça sera d'obtenir 2 voyelles. Vous prenez évidemment le nombre entier, le plus proche de l'espérance. Donc votre espérance, non seulement vous montre vers quelle moyenne vous allez tendre si vous répétez à l'infini vos expériences, mais elle vous donne aussi, en arrondissant, le nombre de succès qui va être plus probable que les autres. L'écart type maintenant est censé nous parler des fluctuations possibles de la réalité autour de cette valeur qu'on atteindra théoriquement si le nombre d'essais tend vers l'infini. Si je calcule l'écart type, eh bien, je n'ai pas besoin d'utiliser encore une fois un tableau complet et le mode statistique de la calculette. J'ai une formule. Alors, elle n'est pas spécialement courte, c'est pas une formule extrêmement glamour, mais elle a le mérite d'exister. Vous prenez les trois paramètres petit n, petit a et grand N, vous les mettez au bon endroit dans la formule, et vous faites un calcul qui vous conduit automatiquement à l'écart type. Après calcul, on s'aperçoit qu'il vaut à peu près 1. L'écart type, de même que l'espérance, est un nombre de succès, c'est-à-dire un nombre de voyelles. Une voyelle. Mais ça n'est pas un résultat, c'est un écart. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous vous attendez en moyenne à obtenir 1,8 voyelles, mais que typiquement, écart type, vous allez être écarté de ce résultat-là d'une unité à chaque essai, d'un essai au suivant. Donc ça peut très facilement fluctuer entre 0,8 voyelles et 2,8 voyelles. Autrement dit, on est en train de vous dire que obtenir, en arrondissant évidemment, 2 voyelles, c'est le plus probable, mais que 1,8 moins 1, 0,8, obtenir une voyelle, c'est également un événement assez probable. Et 1,8 plus 1, 2,8, obtenir 3 voyelles, c'est encore assez probable. Si on se trouve à peu près à un écart type de l'espérance, en plus ou en moins, on reste sur des événements assez probables comparés aux autres événements possibles. Il faut prendre l'espérance et l'écart type de cette façon-là pour les interpréter le plus efficacement possible. Évidemment, dans la diapo suivante, on va calculer toutes les probabilités et on verra que effectivement, obtenir une, deux ou trois voyelles, c'est beaucoup plus probable que tout le reste. Alors, regardons ça en détail, et effectivement, bien que pour l'instant on n'ait pas éprouvé le besoin d'avoir toute la liste des probabilités des 7 valeurs de x possibles, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il serait bien quand même de l'avoir sous les yeux, cette liste de probabilités. Donc plutôt que de faire des calculs manuels individuels comme dans la diapo précédente, P de x égale 0, P de x égale 3, on va automatiser le calcul grâce aux listes de la calculatrice. Dans la liste 1, vous allez inscrire toutes les valeurs possibles de x. Alors, je suis allé volontairement jusqu'à 8, mais sachant que le nombre maximal de voyelles qu'on peut piocher, c'est 6. Peu importe ici. Ce qui va être important pour vous, c'est de savoir comment, en liste 2, faire obtenir à la calculette, d'une manière automatique,
toutes les probabilités de x égale 0, x égale 1, x égale 2, x égale 3, et ainsi de suite. Au niveau de la loi hypergéométrique, les Casio et les TI ne sont pas à égalité. Malheureusement, les TI, la très grande majorité, ne possèdent pas en programmation, en mémoire, la loi hypergéométrique. Et donc vous serez obligé d'inscrire une formule qui repart sur les nombres de combinaisons de la formule détaillée. Par contre, pour les Casio, on va avoir une option loi hypergéométrique qui va nous calculer tout de suite les résultats des probabilités. Alors, pour inscrire une formule de liste, c'est-à-dire pour obtenir toute une liste de résultats, il faut se positionner tout en haut sur le nom de la liste. À partir de là, les calculettes réagissent un peu comme sur tableur, mais pas exactement. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait écrire une formule, mais si vous étiez sur Excel, par exemple, vous vous placeriez sur la première cellule, vous écririez une formule qui fait référence à la cellule d'en face, donc sur la même ligne, et ensuite, une fois que cette formule est faite, vous copieriez la cellule vers le bas. Enfin, la formule. Sur calculette, non. Vous vous mettez donc tout en haut, vous écrivez la formule une fois pour toutes, et elle va s'auto-copier vers le bas tant qu'elle trouvera des valeurs en face. Ça résonne de cette façon. Sur Excel, si vous mettez une formule en, on va dire que c'est B1, qui fait référence à A1, il faut que le nom A1 intervienne dans la formule. Sur une calculette, vous mettez une formule en liste 2, et c'est le nom liste 1 qui doit intervenir dans la formule. La calculette ne connaît pas A1, A2, A3, B1, B2, B3, ça n'existe pas pour elle. La calculette en mode liste ou en mode stat ne connaît pas non plus X, Y, Z, non. Il faut des noms de liste. Moyennant ça, voilà ce qui va se passer. Sur une TI, en noir ici, vous allez remettre la formule qui fait appel au nombre de combinaisons. 6 combinaisons liste 1, c'est le C6K, 2 diapos avant celle-ci. Évidemment, K, la calculette ne connaît pas. Ce que vous allez devoir lui demander, c'est de prendre la valeur qui se trouve en face sur la liste 1, qui représente effectivement le nombre de succès souhaités, qui se note K dans les formules. Donc, 6 combinaisons liste 1. On multiplie ça par la combinaison sur les consonnes, donc 20 combinaisons, j'ouvre une parenthèse, 8 moins liste 1. C'est ce qui était dans la formule C20, 8 moins K. Et on divise le tout par C26, 8, donc sur une calculette, 26 combinaisons 8. Alors évidemment, on pourrait faire ça sur une Casio. D'ailleurs, mea culpa, sur une TI, ça ne sera pas liste 1, ça sera L1, qu'on obtient en tapant sur seconde 1. Bon, mis à part cette petite erreur d'écriture, que se passe-t-il sur une Casio? Sur une Casio, vous allez pouvoir aller chercher la loi hypergéométrique, directement. Il suffira ensuite, entre parenthèses, de renseigner les bons paramètres dans le bon ordre. Comment obtenir la loi hypergéométrique sur une Casio? En allant chercher les lois de probabilité. Donc vous irez dans Options Proba, vous irez chercher vos distributions. Hein, d'accord? Donc alors, ça sera dans le détail. Touche Options, menu écran Stat, sous-menu Dist, pour aller dans les distributions. Et là, vous avez le choix entre pas mal de lois de probabilité, dont la loi qui se note HGO à l'écran. Donc, option Stat Dist, vous choisissez HGO pour hypergéométrique. Attention, ne choisissez pas GO, c'est la loi géométrique qui n'a rien à voir avec ça. Donc, HGO. Une fois que vous avez choisi HGO sur Casio, vous avez le choix, en particulier, entre HGO PD, donc HPD, ou alors HCD. HPD est là pour nous faire calculer des probabilités de x égale tant. C'est exactement ce qu'on veut ici.
HCD représente des probabilités cumulées qui nous feraient calculer des probabilités de x inférieures ou égales à temps. Ce qui peut être utile en exercice, mais ici, on veut sur chaque ligne la probabilité d'être égale au nombre d'emphases dans la liste 1. Donc on choisira HPD, excusez-moi, décidément. Voilà, donc HPD signifie Hypergeometric Punctual Distribution, donc c'est la probabilité ponctuelle d'une valeur donnée, alors que HCD correspond à Hypergeometric Cumulative Distribution, donc probabilité cumulée. Une fois que vous avez choisi le bon nom de fonction, la calculette va vous écrire ça en toutes lettres, HypergeomePD. Elle ouvre une parenthèse et elle attend que vous mettiez les bons arguments à l'intérieur. Donc vous lui dites de prendre les valeurs de la liste 1 et vous lui donnez ensuite les 3 paramètres de votre loi hypergéométrique dans l'ordre donné dans le cours, petit n, petit a, grand N, 8, 6, 26. Une fois que vous avez entré ça à cet endroit-là, alors évidemment à l'écran ça va s'écrire en bas, vous validez et elle vous calcule toute la liste 2. Idem pour les TI avec la formule des combinaisons. Le résultat que vous devez obtenir, c'est celui-là. Voici la liste de toutes les probabilités qui représentent les 7 événements possibles, de 0 jusqu'à 6 voyelles obtenues. On constate que, effectivement, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure en notant la valeur de l'espérance et celle de l'écart type. Obtenir une, deux ou trois voyelles, c'est quelque chose qui est beaucoup plus probable que le reste. Donc la valeur de l'espérance et de l'écart type nous indique quelle est la zone des événements beaucoup plus probables que les autres. Obtenir 0 voyelle, c'est déjà beaucoup moins probable. Obtenir au moins 4 voyelles, c'est très anecdotique. Obtenir une, deux ou trois voyelles, si je cumule les probabilités, j'ai à peu près 20% plus 30, 50, plus 37, 87% de chances de tomber sur 1, 2 ou 3. Sur un graphique, c'est tout aussi frappant. Vous allez avoir les 3 probabilités de 1, 2 ou 3 voyelles qui se détachent évidemment énormément par rapport au reste. Voilà donc ce qu'il faut comprendre pour bien appréhender, découvrir la loi hypergéométrique, savoir manipuler un certain nombre de calculs sur la calculatrice. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je vous donne rendez-vous, bien entendu, pour une prochaine vidéo où on va parler de loi binomiale. On va voir donc quelle est la différence entre les deux. Les deux lois sont évidemment cousines l'une de l'autre. Je vous remercie et à bientôt.